Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Oui, 2024 sera, vous l'avez compris, un millésime français. Ok, j'avoue, aux médias, on vous annonce peut-être un peu trop souvent que ça y est, la Macronie va s'effondrer. Mais là, convenez que l'édifice n'est pas comme Notre-Dame, il est dans un état de délabrement avancé depuis ses mauvais résultats aux européennes et aux législatives. Oui, peut-être. Quant à Emmanuel Macron lui-même, ça ne va pas fort. Son fusible vient de sauter, mais l'écran de fumée politico-médiatique se déploie pour attribuer la responsabilité de la censure aux oppositions. Jupiter est exempté. C'est pas Bibi. Toutes ces forces politiques qui disent au fond, on n'y est pour rien. Si ça se passe mal sur le terrain économique, sur le terrain financier, c'est pas de notre faute, c'est de la faute d'Emmanuel Macron et c'est de la faute de Michel Barnier. C'est la faute de Michel Barnier. Guerre des récits à laquelle a participé Macron dans son numéro d'autosatisfaction et d'arrogance de jeudi soir. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Mais c'est vrai, enfin, ça peut pas être de sa faute, tant le bilan de ce Mozart universel est irréprochable. C'est ce qu'on va voir. Non, on ne le mérite pas. Bon, moi je le dis de manière ironique, mais je vous assure que Brigitte, elle est très sérieuse. Citée dans cet article du Monde qui fait le récit du lent crépuscule d'Emmanuel Macron. Les Français ne le méritent pas, glisse-t-elle à l'actrice Ariel Dombal, qui accompagne le couple présidentiel au Maroc. En effet, on ne mérite pas son bilan désastreux. Le bilan économique d'abord. Le chômage, un temps artificiellement résorbé, qui remonte. La réindustrialisation à l'arrêt, et bien sûr l'explosion du déficit public et de la dette, attribuable à sa politique fiscale, qui a profité aux grands groupes et aux foyers les plus riches. Bilan diplomatique ensuite, qui est censé un peu être le précaré du président. L'image de la France dans une grande partie du monde est abîmée par le lâche deux poids deux mesures dont elle fait preuve face à Israël. C'est pas Bibi. Son influence décline dans l'Union européenne, qui s'apprête par exemple à signer le traité Mercosur malgré l'opposition de la France. Même son influence en Afrique a du plomb dans l'aile. Mais c'est pas grave, le chef de l'État n'aime rien tant que frimer et gesticuler à l'étranger. Les quinquennats de Macron, c'est la version politique d'un concert de air guitare. Et bien sûr, son calamiteux bilan politique avec ce gouvernement super stable, renversé en 3 mois, son groupe parlementaire qui se détache de lui, sa cote de popularité en chute libre, et 63% des Français qui souhaitent sa démission en cas de censure. Macron se retrouve dans une situation qu'il a lui-même provoquée par sa dissolution perdante et par l'excellent choix pour Matignon d'une personnalité issue des LR qui ont fait 6% aux législatives. Mais qui aurait pu prédire ? Je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Beaucoup me l'ont reproché. Mais la Macronie répète depuis l'été que cette dissolution était indispensable pour éviter justement une censure au gouvernement Attal à l'automne pendant le budget. Tout le monde nous disait qu'à l'automne, la motion de censure arriverait, qui me conduirait à la dissolution. C'est-à-dire en plein budget. Et en quelque sorte, on voulait passer les jeux dans l'insouciance et puis se dire, après, la crise politique allait arriver. Donc là, nous sommes à l'automne, en plein budget, et il y a une crise politique. Exactement ce qu'il était censé éviter. Bravo, champion. Un millésime français. Alors le but pour Macron, maintenant, ça va être de rester le moins longtemps à découvert, sinon le débat sur sa légitimité va prendre de l'ampleur. Même Jérôme Fourquet le dit. Cette petite musique, est plus petite maintenant sur la responsabilité qui reposerait essentiellement sur les épaules d'Emmanuel Macron, gagne en puissance. Et c'est plus uniquement les opposants les plus virulents qui sont sur cette option. On a entendu un Jean-François Copé. S'il y a un nouveau gouvernement qui est nommé et qui tombe de la même manière que le gouvernement Barnier est tombé, au bout d'un moment, ce scénario aura la force de l'évidence. Jérôme Fourquet, à mon avis, encore quelques censures et il parlera comme Mathilde Panot ou Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas M. Barnier qui a été censuré, M. Boulot. M. Barnier, tout le monde voyait qu'il tâchait de faire ce qu'il pouvait. Il n'avait pas de majorité, un socle commun qui ne fonctionne pas. C'est M. Macron qui a été censuré. Les Insoumis, eux, refusent de lâcher la proie Macron pour son ombre, Barnier. Par la censure de ce gouvernement, c'est toute la politique d'Emmanuel Macron qui est battue.
celle qui a été battue 3 fois dans le résultat des urnes, celle qui s'obstine à vouloir faire payer au peuple et aux services publics la politique faite aux plus riches. Pour sortir de l'impasse dans laquelle a placé le pays le président de la République, eh bien, il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Même Patrick Cohen concède que c'est lui le responsable ultime. À l'heure où les injonctions à la responsabilité fusent de toutes parts, ce président lesté d'un geste irresponsable est particulièrement mal placé pour faire la leçon. Il est logiquement le premier comptable du désastre en cours. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans. Et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Notez que c'est pas parce qu'il ne veut pas démissionner que les circonstances ne peuvent pas l'y contraindre. Je dis ça, je dis rien. Par charité, on ne montrera pas cet extrait où Macron explique que si un président perd sa majorité, il devrait penser à sa démission. Oh puis si, tiens. C'était en 2019, lors du grand monologue avec des intellectuels, il répondait à un professeur de droit l'interrogeant sur la responsabilité politique du chef de l'État. C'est que le quinquennat phasé ne permet plus une forme de respiration démocratique, de mid-term à la française, en tout cas de césure, de respiration, où le peuple français peut dire « j'ai confiance dans votre projet, donc je vous redonne une majorité pour le faire ». La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. Bon, ok, il ne parle pas de démission explicitement, mais ça me fait quand même bien marrer. Et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Mais dans la plupart des éditoriaux, on entend le même classement des responsabilités. D'abord les oppositions, ensuite éventuellement Michel Barnier, puis lointainement, peut-être, on pourrait songer que Emmanuel Macron a quelque chose à voir là-dedans. Et toujours un gros présupposé, la censure est toujours envisagée comme une anomalie et surtout un événement regrettable. Mais quoi, c'est pas la fin du monde. C'est un vote d'une assemblée. Et puis, figurez-vous que ce vote de censure, c'est une très bonne nouvelle pour des tas de gens. Laissez-moi juste dire pour qui. Les apprentis qui ne paieront pas de CSG, les retraités qui verront leur retraite mise à bon niveau, les 5000 postes, les 5 milliards qui ne seront pas supprimés à l'hôpital, et je vous passe le reste, le vélo, les agences de l'eau, et toutes ces choses. Mais non, mais bon, c'est une très bonne nouvelle. Et cette censure a eu lieu malgré les tirs de barrage des partisans du statu quo politique, qui annonçaient la catastrophe, les pluies de sauterelles et le Père Noël qui passerait pas. Ces ingénieurs du chaos qui priveront nos policiers, nos militaires, nos agriculteurs du budget qui leur était dû. Le président peut aussi compter sur les habituels bavards médiatiques qui regrettent le manque de culture du compromis en France, qui bizarrement concerne surtout les oppositions. Hein. Le Premier ministre a cru, en effet, que ça susciterait des comportements nouveaux, des comportements de responsabilité. Oppositions qui sont bien entendu une alliance des extrêmes. L'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain. Et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France, ont choisi de les aider. Donc, 3 mois plus tard, nous sommes reconduits à la même situation qu'après le 7 juillet, mais instruits qu'un gouvernement reposant sur un bloc central à l'Assemblée est lui-même aussi sur un siège éjectable. Alors rappelez-moi pourquoi il avait refusé Lucie Castet. Le NFP va creuser le déficit ? Elle se fera rapidement censurer ? Il y aura une instabilité politique ? Oui, peut-être. On le savait, mais maintenant il est évident que tout cela n'était que prétexte et manœuvre dilatoire. Seul compte pour lui la possibilité de poursuivre ses grandes orientations socio-économiques, politique de l'offre, baisse des impôts du capital, réforme des retraites et de l'assurance chômage. Pourtant, les législatives avaient démontré au moins un refus majoritaire de cette politique, par le recul d'ensemble dans les voix, la nécessité que, quelle que soit la politique menée, elle s'éloigne du Rassemblement national, par le Front républicain du 2e tour, et enfin que cette politique ressemble plutôt à celle du nouveau Front populaire, qui a gagné le 2e tour. Au lieu de ça, Macron a choisi une personnalité issue de la droite, tolérée par le Rassemblement national, qui poursuit peu ou prou les politiques macronistes, en quémandant le soutien du Rassemblement national. Le pays est dans une crise institutionnelle, politique, économique, démocratique. Je pense que vraiment ce qu'il faut faire, c'est tirer les leçons de ce qui s'est passé et construire pour le bien des Français. Tirer les leçons, c'est quoi ? C'est il y a eu un front républicain massif lors des élections législatives, et donc le signal envoyé était un rejet du programme du Rassemblement national. Et la deuxième leçon, c'était les Français demandent un changement de cap politique. Revenons à ces 2 leçons. Nous, ce qu'on demande, c'est que le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Qu'il soit nommé au gouvernement, on fera des propositions, il y aura des débats dans l'Assemblée. S'il y a une motion de censure,
censure le nouveau gouvernement du nouveau Front populaire, c'est le jeu démocratique, mais au moins on aura respecté le résultat des élections, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et si on regarde bien, en effet, le talentueux négociateur du Brexit ne pouvait pas composer avec la gauche, parce que son mandat, c'est d'imposer les politiques austéritaires demandées par le capital. Alors Barnier, c'est vrai, avait proposé une voie un peu à lui, c'était de faire accepter l'austérité par quelques impôts supplémentaires sur les très riches et les grandes entreprises. Et puis négocier avec le RN s'entendait aussi, de leur point de vue, puisque le Rassemblement national accepte en partie l'austérité, simplement en la redirigeant sur certaines fractions de la population, en demandant par exemple de reconfigurer l'aide médicale d'État. Mais tout ça n'a pas été suffisant, car une majorité de Français n'acceptent plus ces politiques. Mon pronostic, c'est que Macron va faire ce qu'il a dit ou laissé entendre jeudi soir, nommer un Barnier bis, peut-être un peu plus macroniste, et retenter des deals avec le RN pour acheter la non-censure. De son point de vue, je vois pas ce qu'il peut faire d'autre. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général, représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer, ou à tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer. À partir de là, à gauche, chacun a son idée de contre-mesure. Mélenchon pense qu'il ne faut rien céder à l'Assemblée et attendre au contraire que le sommet craque. Le Parti socialiste pense que c'est se condamner à ne rien faire, et que c'est au Parlement que ça peut se jouer, afin d'imposer un Premier ministre NFP, au prix d'un accord de non-censure avec ce qu'il reste du bloc présidentiel, tout en sachant qu'une bonne partie de son électorat ne lui pardonnerait pas de lancer une bouée de sauvetage au macronisme pourrissant. Stratégie que les insoumis lisent comme une compromission, qui de toute façon ne débouchera jamais sur une inflexion des politiques néolibérales. Ils lui préfèrent une stratégie du tout ou rien, faisant l'analyse qu'en France, rien de sérieux ne peut se faire tant qu'on n'a pas la présidence. Les difficultés étant que c'est encore Macron qui décide. Ensuite, supposons même que dans 6 mois l'Assemblée soit à nouveau dissoute, mais qu'elle se recompose dans les mêmes proportions politiques, l'instabilité gouvernementale perdurerait. Et puis, enfin, surtout, il y a quand même le risque que ce soit Marine Le Pen qui prenne le poste. Donc il y a des débats stratégiques difficiles, il y a aussi tout un tas de questions techniques et juridiques sur la manière dont va être voté le budget finalement. Moi j'essaie de garder comme boussole cette question, dans quelle mesure telle ou telle option donne à l'actuel président les moyens de poursuivre sa politique néolibérale. On se retrouve dans 2 semaines. Ça se trouve, ce sera Retailleau. À quelques jours des fêtes de Noël.